Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers confrères une autre fois, cette fois-là dans la suite du cours des tumeurs cérébrales. La fois passée, on avait vu la classification du tumeur, la définition, leur localisation chez l'adulte et chez l'enfant, les tumeurs les plus fréquentes, et on avait vu des exemples histologiques et même topographiques des tumeurs. Donc cette fois-là, dans cette partie, on va aborder de la clinique avec les examens paracliniques et l'étiologie, ou bien plutôt le diagnostic différentiel. Les liens sont toujours disponibles dans la description comme d'habitude. Je vous invite à abonner toujours mes chers confrères pour recevoir ces vidéos pendant toute l'année. Je vous demande bien sûr le maximum de j'aime, le maximum de partage et on continue. Donc cette fois-là, on va voir le diagnostic plutôt clinique d'une tumeur cérébrale. Comment allez-vous faire le diagnostic d'une tumeur cérébrale? Donc c'est facile. C'est devant premièrement un syndrome d'hypertension intracrânienne et deuxièmement par des crises commerciales et des manifestations difficiles focales. Donc tout ça, on a abordé dans les cours précédentes. On a abordé le syndrome d'hypertension intracrânienne. On a bien détaillé les crises commerciales. C'est les crises épileptiques partielles ou bien focales, les crises généralisées et il nous reste les manifestations déficitaires focales. Donc, je vous invite à consulter les deux cours de l'hypertension intracrânienne et les quatre parties des épilepsies. On a bien détaillé ces deux cours-là. Vous allez bien simuler ce cours. Donc, concernant l'adulte, donc, ce syndrome d'hypertension intracrânienne, il est lié à la croissance du processus expansif intracrânien. Donc, bien sûr, c'est l'augmentation du parenchyme. La boîte crânienne, on avait dit qu'elle est un volume inextensible. C'est une boîte inextensible. Leur volume est fixé. Ça va donner de l'hypertension intracrânienne. Donc, et un blocage des écoulements du LCR qui est responsable parfois même d'une hydrocéphalie. Donc, on a bien détaillé aussi le cours des hydrocéphalies. Donc, toutes les notions que vous avez besoin sont les trois cours des hypertensions intracrâniennes, du cours de l'hydrocéphalie et des crises épileptiques. Donc, je vous invite à les consulter. Ils sont toujours dans la playlist de neurologie. Donc, chez l'adulte, ce syndrome d'hypertension va se manifester premièrement par des céphalées. Comme indiqué là dans l'illustration, ce sont typiquement matinales. Donc, le premier critère dans le diagnostic clinique, c'est les céphalées qui sont matinales. Donc, là, c'est des céphalées. Deuxièmement, c'est des nausées et des vomissements. Donc, c'est des nausées, des vomissements dans la moitié des cas environ. Donc, ça va témoigner aussi d'hypertension intracrânienne. Tout ça, on a détaillé dans le cours du HIC. On a bien sûr aussi du l'œdème papillaire. Donc, il est à rechercher au fondé. On avait dit dans le cours de l'hypertension intracrânienne que le fondé fait à partir d'examens neurologiques et même dans les hémorragies cérébrales. Donc, vous voyez l'enchaînement du cours, comme je vous ai dit dès le début du module. Donc, dans les formes sévères, ce sont les signes visuels. Le patient va avoir d'une perte de l'acuité visuelle, une diplopie et peuvent être présentes en l'absence de traitement. Donc, les troubles peuvent évoluer vers la cécité, c'est de l'atrophie optique par l'hypertension intracrânienne. Donc, tout ça, on a abordé dans le cours de l'HIC. Chez l'adulte même, il peut s'agir des troubles cognitifs et même des troubles de la vigilance. Pourquoi? C'est les encéphalites. Donc là, c'est l'encéphalopathie diffuse qui peuvent évoluer vers une coma. Donc, je vous invite à consulter les cours de méningite et du syndrome encéphalitique. On a bien détaillé toutes ces notions-là. Il est toujours dans la playlist d'infectiologie. Donc, il existe un enchaînement du cours. Je vous invite toujours à traiter les modules comme une entité, pas comme des cours séparés pour mieux et bien assimiler le module en sa totalité. Donc ça, c'était le tableau clinique chez l'adulte, c'est le syndrome encéphalique. Chez l'enfant, cette hypertension intracrânienne, elle va se manifester par un fléchissement d'acquisition. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est la modification du comportement, les difficultés scolaires,
ces deux critères-là, ils vont faire attirer l'attention vers une progression tumorale qui peut être la cause là de cette dégradation de capacité intellectuelle, comportementale, ces difficultés scolaires là à assimiler, ça peut être des fois, c'est une progression tumorale qui peut entraîner par suite l'évolution vers des engagements cérébraux. Et on a détaillé tout ça dans les complications mécaniques de l'hypertension intracrânienne. La complication majeure était de l'engagement cérébral. Donc, ça, c'était chez l'enfant. Il faut toujours penser à une tumeur chez ce trouble comportemental et intellectuel. Dernièrement, chez le nourrisson, là, malheureusement, c'est chez le nourrisson, le syndrome d'hypertension intracrânienne comporte plusieurs signes spécifiques. Ils sont tous illustrés là dans l'illustration. Donc, c'est de la macrocranie. Macro veut dire grande. Donc, le fœtus ou bien le nouveau-né, parce que c'est sa boîte crânienne, elle n'est pas ossifiée encore, ça va gonfler ou bien ça va augmenter de taille à cause de l'hypertension intracrânienne. Donc une macrocranie qui est toujours présente dans les hydrocéphalies chroniques. Elles se révèlent avant l'âge de 2 ans et elles sont caractéristiques par un périmètre crânien supérieur à, à 2 doigts au périmètre normal. Donc, ça va augmenter supérieur à 2 doigts du périmètre normal comme vous voyez dans l'illustration. Ce nouveau-né a une macrocranie, donc elle est souvent révélatrice. Elle peut être remarquée à l'occasion d'une rupture de la courbe de croissance du périmètre crânien. Donc, premier critère à noter chez le nouveau-né, c'est de la macrocranie qui est toujours présente devant une HIC. Pourquoi? C'est la nature du os du crâne. Chez ce nouveau-né-là, on a abordé tout ça dans les craniosténoses. Donc, vous voyez, c'est de l'enchaînement du cours. Je vous invite à consulter tous les cours précédents dans votre révision. Maintenant, le deuxième critère, c'est la tension qui va se faire au niveau du fontanelle antérieur. Donc, bien sûr, cette fontanelle-là, c'est le point faible. Donc, elle correspond à une déviation permanente vers le bas des globes. Plutôt, c'est là est une disjonction des sutures, comme indiqué là dans l'illustration. Vous voyez l'élargissement, ou bien il est nommé le bombement du fontanelle, donc qui est perceptible à un simple examen. Donc, deuxièmement, parmi les critères, et ça c'est des gravités, c'est le bombement du fontanelle du nouveau-né. Ça va témoigner d'une hypertension intracrânienne. Et bien sûr, c'est le regard en coucher de soleil. Il est indiqué aussi dans l'illustration. Donc, c'est le regard qui va être fixé en permanent en bas des globes à cause de l'hypertension intracrânienne. Donc, vous voyez là, ce cours-là comporte de multiples notions concernant le cours de l'hydrocéphalie, de l'hypertension intracrânienne, des craniosténoses. Les cours sont enchaînés. Je vous invite à les traiter comme une entité complète. Donc ça, c'était le syndrome d'hypertension intracrânienne. C'est le premier signe évocateur ou bien les premiers critères de diagnostic d'une tumeur cérébrale qui est en train de se proliférer. Ça, c'était A. Deuxièmement, B, c'est la commercialité ou bien c'est des crises épileptiques. Et on a abordé ça avec bien des détails. On a lui abordé largement dans 4 parties. Ils sont dans la playlist. Donc, ces crises épileptiques peuvent être partielles. Donc, c'est l'importance de l'interrogatoire qui peut orienter le diagnostic de localisation. On a abordé ça dans des crises épileptiques focales ou bien focalisées. Donc, une localisation frontale va donner des manifestations motrices. Une localisation temporale, ça va donner des hallucinations, parfois auditives. Une prolifération occipitale, ça va donner du trouble visuel et ainsi de suite. Chaque gyrus, chaque cortex est responsable d'une manifestation spécifique à son rôle. Donc ça, c'est premièrement les crises épileptiques partielles, c'est le rôle du l'interrogatoire. Et deuxièmement, ça peut être des crises généralisées. Donc, le patient va
subir une crise généralisée. On a abordé tout ça, tous ces critères généralisés. Donc, ils sont révélatrices de 20 à 40% des tumeurs cérébrales. Et notez bien que cette commercialité, elle est plus fréquente pour les tumeurs corticales et d'évolution lente. C'est le gliome du bas grade et les méningiomes. Donc, cette commercialité, elle est très répandue dans les tumeurs corticales d'évolution lente. C'est des gliomes de bas grade, c'est des méningiomes. On a abordé tout ça dans la première partie. Je vous invite à consulter. Et certaines tumeurs peuvent ainsi se manifester par une longue histoire d'épilepsie. La survenue d'une première crise chez un patient adulte justifie la réalisation systématique d'une IRM. Donc, on avait dit que dans l'épilepsie, que les crises épileptiques sont des maladies infantiles de l'enfance. Donc, une crise épileptique au-delà de 45 ans, 50 ans, ça va systématiquement évoquer une IRM de dépistage. Ça peut être probablement d'une prolifération maligne qui est en train de se manifester. Donc l'épilepsie, c'est impossible. Bien, c'est pas une affection du sujet âgé. L'épilepsie se manifeste ou bien, comme on avait dit, à l'âge très tôt, c'était 6 ans, 7 ans. Donc c'était à âge très jeune. Donc une crise ou bien une commercialité avec un âge avancé, c'est de l'IRM systématiquement, c'est IRM cérébral avec d'injection du gadolinium, c'est le produit du contraste. S'il existe une prolifération tumorale, elle va prendre du contraste comme on va voir dans les examens paracliniques. Donc ça, c'était deuxièmement la commercialité, c'est des crises épileptiques. Nous sommes maintenant familiers avec ces crises épileptiques-là. On l'a bien détaillé dans les parties précédentes. Le dernier critère, c'est les manifestations déficitaires focales. C'est la notion de focalisation. Donc la tumeur va compresser les structures, elle va gêner, elle va donner des manifestations. Donc là, ça va donner des manifestations déficitaires dites focales au niveau de la localisation de ces tumeurs-là. Donc c'est quoi ces manifestations-là? Elles sont liées directement à la compression dans les méningiomes. Donc là, dans l'illustration, c'est un méningiome, vous voyez, qui est de grande taille. Ça va faire de la compression des structures sous-jacentes. Ça va donner des manifestations focalisées. Parfois, c'est du neurinome, du nerf cochléo-vestibulaire. On a abordé ça dans la première partie. On a abordé la notion du neurinome. Ou bien par l'infiltration du gliome du parenchyme cérébral par la tumeur. Ça va donner quoi? Ça va donner de la compression des structures de voisinage. Et ça va donner des manifestations déficitaires dites focalisées ou bien focales. J'espère que la notion de focalisation est claire. Donc, ils sont souvent considérablement aggravés par un œdème vasogénique péritumoral. Malheureusement, la tumeur, comme indiqué là dans l'illustration, elle va être traitée ou bien comme comme un corps étranger. Donc, elle va subir d'une réaction inflammatoire autour de cette masse tumorale-là. Donc, c'est un agent pathogène ou bien un corps étranger. Et cet œdème-là, lorsqu'on dit un œdème, c'est le granulome. C'est c'est l'augmentation du volume, c'est les cellules qui vont être accumulées là, ça va aggraver l'hypertension intracrânienne, ça va augmenter de la masse ou bien de la compression. Donc, dans le traitement, quand vous allez voir, on, on a l'indication des anti-inflammatoires afin de lutter cet œdème vasogénique qui est péritumoral, qui va aggraver le tableau clinique encore et encore. Donc, cet œdème vasogénique péritemporal est en rapport avec la rupture de la barrière hémato-encéphalique au sein et au voisinage immédiat du tumeur. Le mode d'apparition du déficit est généralement plus ou moins rapidement et progressif. Donc là, c'est une rupture de la barrière hémato-encéphalique. Donc, ça va donner des déficits qui sont généralement plus ou moins rapidement progressifs. Elle s'étend en taches d'huile, comme indiqué là dans l'illustration. Donc, son type dépend de la localisation du tumeur. Donc,
La localisation du tumeur, ça va donner une compression du structure directement. Elle est liée, cette manifestation focale, aux critères de compression du tumeur. Vous voyez dans l'illustration que cette masse tumorale-là, elle a refoulé. Donc vous voyez que la compression du ventricule, on ne voit pas le ventricule. L'hémisphère, il est refoulé de façon très importante au côté contralatéral. Donc la compression du parenchyme cérébral, ça va donner des manifestations déficitaires dites focales. Donc ça, c'était le troisième critère dans le diagnostic des tumeurs cérébrales. J'espère que les trois critères de l'hypertension intracrânienne, de la commercialité et du déficit focal sont maintenant faciles et maintiens à retenir. Donc tout ça, on a abordé dans les cours précédents. Donc ce cours du tumeur cérébrale, il englobe plusieurs pathologies qu'on a déjà vues précédemment. J'espère que vous avez simulé toutes les notions qu'on a déjà abordées. Passons maintenant à un tableau récapitulatif qui va donner les types d'engagements. On a de multiples engagements. Donc on a un engagement pariétal, temporal, occipital, du chiasma, des noyaux gris, des capsules internes. Donc, et vous voyez la liste s'allonge et tout ça va donner des syndromes cliniques. Par exemple, localisation tumorale frontale, comme on avait dit, ça va donner des syndromes frontales. Donc, c'est un trouble d'attention, de concentration, l'amnésie déférisante, le grasping réflexe. Ça, on va aborder dans le cours des AVC, des accidents vasculaires cérébraux. Ça peut être pariétal. Le lobe pariétal, c'est le lobe de somesthésie. Donc, c'est l'hémihypoesthésie, l'hémianesthésie, quadranopsie. Et la liste s'allonge. Donc, c'est de l'aphasie. C'est s'il atteint l'aire de Broca. Donc, ça nous fait rappel de la sémiologie neurologique. Donc, il peut être temporal. Ce sont des troubles mnésiques. Quadranopsie supérieure par la compression du bandelette. Et la liste s'allonge. Et bien sûr, le très important, c'est l'atteinte ou bien l'engagement temporal. Donc, plutôt l'engagement amygdalien, l'engagement cérébelleux. Et ça va donner de la compression du tronc cérébral. Ça, on a abordé dans le cours de l'HIC. On a abordé tous ces engagements-là avec leurs détails. Je vous invite à consulter ce cours pour mieux comprendre. Donc, ça, c'était un tableau récapitulatif avec quelques déficits focalisés concernant le terrain ou bien de la localisation tumorale qu'on a déjà abordé précédemment. Donc, c'était tout ça c'était toute la clinique. J'espère que la clinique, elle est claire à retenir. Donc, c'est facile. Si vous avez simulé les notions précédentes, cette partie, la clinique, elle va vous apparaître très facile à retenir. Donc, on a terminé avec la clinique. Maintenant, on va passer au diagnostic radiologique. Donc, on va voir le rôle de radiologie dans le diagnostic du tumeur cérébrale. Bien sûr, la radiologie, c'est elle qui va nous montrer les lésions ou bien les masses tumorales. Donc, quels sont ces examens radiologiques? Premièrement, c'est la réalisation d'un scanner cérébral. Donc, premièrement, la réalisation d'un scanner cérébral sans et avec injection de produits de contraste iodé. Et ça va nous donner des images d'identité, d'hypodensité et d'hyperdensité. C'est très évident à réaliser devant une suspicion tumorale. Ça, c'était en premier plan. Deuxièmement, on peut faire mieux, c'est les IRM cérébrales, là indiquées dans l'illustration. Vous voyez l'IRM cérébrale, elle est systématique en cas de suspicion de tumeur cérébrale, soit d'une crise commerciale, soit d'épilepsie, soit des syndromes qu'on a déjà abordé, un syndrome d'hypertension chez l'adulte. Donc ça va nous orienter ou bien nous fait craindre une tumeur. C'est l'IRM cérébral qui est l'examen de choix dans la détection des tumeurs. Donc ces examens vont permettre de quoi? De premièrement localiser le processus expansif. Donc on a abordé dans la partie première la notion du
Classification du tumeur selon la topographie, on a dit qu'il y a des tumeurs subtentoriales et des tumeurs sous-tentoriales par rapport à la onde du cervelet. Je vous invite à consulter la première partie. Des tumeurs intra- ou extraparenchymateux, unies ou multifocales. Tout ça va être déterminé par les examens radiologiques, c'est du scanner cérébral et surtout de l'IRM cérébral. Aussi, ces examens-là vont nous permettre de préciser les caractéristiques. Est-ce que cette masse, elle est homogène ou bien hétérogène? Donc, ce sont des critères de bénignité et de malignité. Existe-t-il une prise de contraste? Donc, une prise de contraste, malheureusement, elle est en faveur de malignité de la masse. Est-ce qu'il existe-t-il un effet de masse sur les structures de voisinage? Donc, est-ce qu'il y a une compression sur les structures de voisinage? Donc, ça, c'est des critères de gravité. L'œdème périlésionnel qu'on a déjà abordé. Donc, c'est de l'inflammation autour de cette masse tumorale qui va aggraver l'état d'hypertension intracrânienne. Donc, c'est de la masse tumorale qu'elle est surajoutée. Imaginez-vous un œdème autour de cette masse-là qui est en train de se proliférer. Donc, ça va aggraver la masse encore et encore. Existe-t-il des calcifications? Regardez-vous que les calcifications sont des critères de bénignité. Donc, si on voit des calcifications, le diagnostic va se balancer vers la bénignité plus encore. Existe-t-il de plages kystiques? Donc, existe-t-il de plages d'allure nécrotique? Donc, tout ça va être déterminé par les examens paracliniques. Donc, vous voyez le rôle de l'imagerie dans le diagnostic des tumeurs cérébrales. Et même, ça va diagnostiquer certaines complications. Malheureusement, ces cancers, plutôt ces tumeurs-là, vont à se compliquer. Les complications qu'on va aborder dans la partie prochaine, c'est les hémorragies, c'est de l'hydrocéphalie, l'engagement et des méningites tumorales. Donc tout ça peut être diagnostiqué par de l'imagerie. Dernièrement, la répétition de l'imagerie encéphalique permettra par la suite d'apprécier l'impact sur le traitement de la tumeur, la réponse, la stabilité ou bien la progression, c'est le suivi et de déceler une éventuelle progression ou récidive infraclinique qui est précoce. Donc l'imagerie, c'est un outil très important, très utile dans la pathologie tumorale cérébrale. Donc le rôle de l'imagerie là, il est infiniment important. C'est un examen de diagnostic, de certitude et même de suivi. Donc ça va nous donner tous les critères qu'on est en train de rechercher concernant cette masse tumorale là. Donc, ça, c'était l'imagerie. C'était du TDM et de l'IRM qui sont les deux examens indispensables dans le dépistage des cancers ou bien dans le diagnostic des tumeurs cérébrales. Passons maintenant au diagnostic différentiel avant de conclure cette partie. Donc, les diagnostics différentiels des tumeurs, ils dépendent bien sûr du contexte. Donc, premièrement, le contexte, l'âge du patient et la localisation lésionnelle. Tout ça est à prendre en considération dans la pathologie tumorale. C'est le contexte, l'âge du patient. On avait dit que les tumeurs infantiles et de l'adulte sont très différentes. Donc, ça nous fait rappel aux premières parties. La localisation de la lésion, ça va être un critère de diagnostic différentiel. Donc, après la réalisation d'une imagerie, on peut avoir les diagnostics suivantes qui vont être discutés en principe. Donc, on a quatre diagnostics différentiels avec la tumeur cérébrale. Premièrement, c'est de l'abcès cérébral qui est indiqué là. L'abcès, donc, c'est la collection de pus dans un tissu plein. C'est le cas du parenchyme. Donc, cet abcès cérébral, il est notamment devant une prise de contraste en anneau. Donc, vous voyez là, c'est pas une masse. C'est un anneau, c'est une paroi fine et bien limitée qui siège au niveau, qui encercle un liquide ou bien
une hypodensité. Vous voyez là, elle est sombre. Donc ça, c'est pas une masse. Donc si on voit cet aspect-là, une prise de contraste en nano qui est fine, régulière, dans un contexte infectieux. Donc vous voyez là le contexte, fièvre, endocardite, un foyer ORL, un foyer dentaire, pulmonaire, urinaire. Donc ça, c'est un abcès. C'est en faveur d'un abcès cérébral qui est un diagnostic différentiel avec des masses tumorales. Donc c'est pas une masse. Donc c'est de la collection du pus qui est hypodense et de liquide. Donc dans l'imagerie cérébrale. Et là, on est devant un abcès. C'est un premier diagnostic différentiel avec les tumeurs cérébrales. Donc c'est à rechercher les diagnostics, plutôt le contexte et l'aspect radiologique. C'est très important de manipuler les TDM et les IRM afin de ne pas confondre les diagnostics. Donc ça, c'était l'abcès cérébral, le premier diagnostic différentiel avec les tumeurs cérébrales. Deuxièmement, on peut avoir un tuberculome. Donc ça, c'est un tuberculome indiqué là dans l'illustration. C'est une notion de comptage, un état vaccinal du patient qui seront à préciser. Donc s'il y a un comptage tuberculeux avec l'imagerie, là, c'est probablement, comme vous voyez là, c'est un tuberculome. Donc, c'est pas une masse, c'est un diagnostic différentiel. Il est un peu difficile à réaliser. Et pour cela, c'est le rôle de l'interrogatoire, la prudence, les examens cliniques, la bonne interprétation de TDM et des IRM. Donc, tout ça va nous faire le diagnostic différentiel entre les tuberculomes et les tumeurs cérébrales. Donc ça, c'est deuxièmement le tuberculome. Faites attention devant la notion de comptage et d'une imagerie similaire dans l'illustration indiquée là. Troisièmement, ça nous fait rappel au cours de hémorragie sous-arachnoïdienne. Je vous invite à le consulter. Il est toujours dans la playlist. Ça, c'est une malformation artério-veineuse. C'est le MAV. Et on avait dit dans le cours des hémorragies sous-arachnoïdiennes que cette malformation-là, elle est la deuxième cause après l'anévrisme. Donc, je vous invite à consulter des cours des hémorragies sous-arachnoïdiennes pour mieux simuler cette notion du MAV, de malformation artério-veineuse. Donc, le diagnostic là, il repose bien sûr de l'artériographie. Donc, ça va nous permettre de faire la différence entre une tumeur cérébrale et une malformation artério-veineuse. Elle est indiquée là, vous voyez, c'est une malformation artério-veineuse. Ça semble à une tumeur, mais c'est de l'artériographie. Notez cet examen bien, c'est qui va faire la différence ou bien la décision entre une MAV et une tumeur. Dernièrement, avant de conclure, le dernier diagnostic différentiel, c'est de l'accident ischémique d'évolution progressive. Donc, ça, c'est d'accident ischémique, ça, c'est de l'hypodensité, elle apparaît noirâtre. Là, c'est un foyer ischémique. On va détailler tout ça dans le cours des AVC ischémiques. Je vous invite à abonner pour recevoir les prochains cours. Donc, les lésions recouvrent alors généralement un territoire vasculaire qui est défini. Et l'IRM de diffusion couplé à l'angio-IRM comme indiqué là dans l'illustration. Ça, c'est de l'examen ou bien l'ARM qui retrouve ici une indication de choix. Donc, on avait dit dans les accidents vasculo-cérébraux ou bien des malformations, c'est de l'artériographie, c'est de l'angio-IRM ou bien l'ARM qui trouve son indication là pour faire le diagnostic différentiel entre un AVC ischémique et une masse tumorale. Donc, j'espère que les notions sont bien maintenant faciles à retenir. J'espère que la vidéo était bénéfique. C'était tout. Ça, c'était tout pour cette partie-là. Dans la troisième et la dernière partie, on va aborder l'évolution, la complication et bien sûr le traitement des tumeurs cérébrales. Donc, je vous rencontrerai prochainement, Inch'Allah, mes chers confrères. Je vous invite à abonner. Je vous demande le maximum de j'aime, de partage. Bon courage et merci pour votre attention.